Alors aujourd'hui, le titre de la séance du cours est Composé détourné. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je répète que chaque cours, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine, a été donc associé à une notion qui est à la vérité chez moi toujours un point de départ, à une réflexion corollaire à l'acte de composer, ou plus exactement de créer. À chaque fois, il y a une citation, celle de ce soir, vous la voyez sur cet écran. Quand je voyage, je regarde ce qu'on me montre et je photographie à côté. Henri Cartier-Bresson, donc ce grand photographe disparu il y a peu. Pour certains, vous remarquerez que cette citation n'est pas sans rapport avec celle de Glenn Gould de la semaine dernière, puisque celle de Glenn Gould, je le rappelle, était pour bien jouer du piano, il faut être à côté du piano. Alors, composer, détourner. Je vais d'abord m'intéresser aux synonymes, puisque à chaque fois j'ai présenté une liste de synonymes, mais cette fois-ci sur quelques-uns seulement et dans le sens inverse, en allant vers le mot et la notion que je désire traiter. Tout d'abord, c'est amusant parce que je ne le savais pas, un des synonymes est détourer. En technique, c'est une opération par laquelle on enlève la matière en excès sur le pourtour d'une pièce pour lui donner la forme voulue. On enlève des choses. Ensuite, le détournement, qui n'est pas à confondre avec détourner. Alors, le détournement est une action de détourner quelque chose, néanmoins, d'en modifier la direction, le trajet. Par exemple, le détournement d'un cours d'eau, un itinéraire de détournement pour un convoi de chemin de fer ou pour la circulation routière. Et nous arrivons à détourner, où j'ai appris que c'était un dérivé de tourner, éloigner, écarter quelqu'un ou quelque chose de sa direction, de son trajet, et lui imprimer une autre direction. Détourner un torrent pour en capter les eaux, détourner quelqu'un de son chemin, se détourner de sa route. Un avion détourné. La rivière, c'est détourner de son cours, détourner quelqu'un de son devoir, de son travail, de ses études, se détourner de ses obligations. Détourner l'attention, détourner sa colère sur quelqu'un. 2. Tourner dans une autre direction. Faire dévier pour éviter quelque chose. Dévier, souvenez-vous. Détourner la vue, les yeux, détourner le visage, détourner la colère de quelqu'un. En droit, ça c'est intéressant. Soustraire frauduleusement à son profit, détourner les papiers d'une succession, détourner les documents confidentiels, des fonds, etc. On le voit, une fois encore, un seul mot recèle à lui seul une multiplicité de sens. C'est un peu de cette multiplicité dont je traiterai ce soir, en vous présentant tout d'abord un problème récent de composition musicale que j'ai choisi pour sa simplicité même, et même si j'ai eu quelques difficultés à le résoudre, tant il est simple, et que je vais vous commenter le plus simplement possible. Je l'ai choisi parce qu'il présente un intérêt, à mon sens, indéniable pour traiter et accueillir l'une des déterminations possibles du mot « détourner » qui sera donc le cœur, si je puis dire, théorique de ce cours. Alors, j'ai donc un petit carnet noir chez moi, où je couche quelques pensées afférentes à mon travail. C'est aussi un carnet noir de réflexion. J'y note des choses, des phrases, des bouts de phrases, des citations, je pense par écrit. Tout cela fait un joli fratras qui, néanmoins, peut m'aider à travailler, à composer. Alors, le 7 juin 2006, vous me pardonnerez l'exercice de narcissisme, j'ai donc noté ceci. J'ai un problème de composition assez spécifique, pages 10 et 11 de La Passion,
préalablement intitulé Ravissement. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que je travaille sur un opéra actuellement qui s'appelle Passion, tout simplement, et dont les chapitres ont été articulés autour, non pas la question de la passion au sens religieux, mais ni même au sens de la passion au sens amoureux, quoique, mais qui traite de la question des affects. Vous voyez qu'à chaque fois je parle de passion, cet opéra, et à chaque fois j'en dis un peu plus, mais il faudra attendre les séances, et en particulier la dernière séance, le dernier cours que je donnerai au collège, pour que tout cela s'éclaire. Dans cet opéra, il y a des passions, donc, et qui sont des chapitres, pour rester formel, qui au départ s'appelait la peur, le désir, l'effroi, le ravissement, la plainte, la crainte, etc. Et aujourd'hui, ça s'appelle 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est encore un secret, n'est-ce pas? Il ne faut pas le dire, mais au début, il y avait des noms. Maintenant, il n'y a plus que des numéros. Alors, le 7 juin 2006, fin de la première page, disais-je, j'ai sur la mesure 4 2 lignes de chant animées par la même ferveur musicale, mais qui au fond s'opposent et se contrarient. Alors vous voyez, je vous ai fait un petit dessin pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe dans ce moment de musique. On verra tout à l'heure quelques fragments de partition, mais comme vous savez, j'aime beaucoup les formes, et comme je m'y suis engagé quelque peu dans ma leçon inaugurale, je disais, je vous ferai peut-être voir. Donc nous continuons à voir. Ici, imaginez cette ligne, eh bien c'est tout simplement un chanteur, vous voyez, c'est un garçon même qui s'appelle lui. Dans cet opéra, il y a 2 personnages, il y a lui et elle. Et lui, on dit Louis parce que c'est écrit en italien, et elle s'appelle Lei parce que c'est de l'italien. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai donc noté la ligne du baryton, lui, et la ligne principale. Elle s'achève alors qu'il dit Guarda là sul cielo, regarde là-haut dans le ciel, et il respire un peu, hop, et il dit Dimmi se il piacere ci viene dal cielo, c'est-à-dire dis-moi si le plaisir nous vient du ciel. Alors nous ne commenterons pas le texte, n'est-ce pas, mais pour l'instant, mais vous conviendrez que c'est très intéressant néanmoins ce qu'il dit. C'est la phrase du baryton commence par un si bécard. Alors imaginez que c'est un si bécard, mais cela n'a aucune importance. Qui plonge, qui monte un peu et qui redescend et qui remonte. Vous voyez, c'est comme s'il faisait là, 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 comme ça. Et on notera déjà, mais ce n'est pas exactement le propos que je veux vous tenir, qu'il dit guarda, il monte, et quand il dit lassù nel cielo, il descend. Hein. Donc on n'est pas dans une identification de l'aigu vers le grave. Pendant que notre ami Lei dit une chose qui dit « je te vois et je t'entends »,« ti vedo e ti sento », n'est-ce pas? Donc c'est la phrase ici. Imaginez 2 portées de musique, 2 lignes, qui sont chantées, qui sont en fait le contexte principal, c'est-à-dire que ce sont les 2 choses qui vont, lorsque, j'espère, certains entendront ça, qui vont être l'espace de quelques secondes devant vous. Mais il se passe plein d'autres choses néanmoins derrière. Vous voyez, ces petits traits bleus, ce sont des voix d'autres chanteurs. C'est un petit chœur, c'est quelques soprani qui font une espèce d'accord qui a à peu près cette forme-là, mais pour les musiciens, je vous rassure, vous allez voir un petit peu de musique. Alors, ce 7 juin 2006, je suis resté très longtemps sur ce passage, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à aller de l'autre côté. Vous voyez, j'ai figuré ici la section A, on va dire que j'étais arrêté ici. Et je m'interroge pourquoi ma question, en fait, relève de la jointure. Je n'arrive pas à lier les 2 espaces que ces lignes, pourtant chantées par la même voix, hein, enfin, quand je dis la même voix, c'est au sens générique du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va ensemble autant chez Lei que Louis, et qui ne pose aucun problème mélodique,
En tout cas, je l'affirme parce que je n'en avais pas, n'est-ce pas? Évidemment, là, c'est pas clair parce que pour vous, il ne s'agit que de lignes, mais on pourrait très bien comprendre la chose aussi au niveau du dessin seulement. Je suis bloqué par ici, je ne sais pas comment faire. J'ai cette petite voix de femme, de Lei, qui est verte là, et puis j'ai ce garçon qui fait une chose intentionnelle, assez... il y a une intention, vraiment, un peu comme sont les hommes, souvent, quand ils disent des choses, ils les disent un peu avec des... Vous voyez, ils y croient, quoi, ils ont des convictions. Mais la phrase s'arrête assez vite, là, il est là-haut, et sa voix devient comme ça, l'espace d'une seconde. Il chante, et il s'arrête. Il élude, au fond, son intention. Il s'arrête de chanter. Alors, pendant ce temps-là, on a un orgue. Vous voyez, c'est très droit, comme ça, c'est un accord. Il y a une stabilité harmonique qui est assurée par le son de l'orgue et les violons. Il y a des violons là-dedans. Peu importe où ils sont vraiment, mais disons que le son est un son très droit, comme ça. Un son tout droit. Puis vous voyez, là, ça change un peu au moment de la section A, B. Il y a quelque chose d'autre qui revient, là. Enfin, disons que c'est comme un changement d'accord, vous voyez. Et moi, je suis ici. Je suis là et j'arrive pas à passer de cet autre côté. Et je me souviens que je me suis beaucoup bloqué sur ce passage. Il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à résoudre. Alors, quels sont les problèmes qu'une situation de cet ordre compositionnel pose? C'est-à-dire qu'il faut d'abord se poser la question de savoir... Alors évidemment, vous êtes obligé de me croire, je suis désolé, mais disons que la question qui se pose, c'est de savoir comment, par similarité, on va pouvoir passer à la mesure suivante. Hein, puisque c'est ça la composition, c'est une négociation pas à pas, comme ça, instant par instant. C'est au fond cette notion dont j'ai parlé il y a quelques semaines, auquel je tiens énormément et dont sur laquelle j'ai beaucoup traité de la morphogénèse, qui est la construction bord à bord. C'est-à-dire qu'on est au fond même dans la matière musique, on négocie le chenal d'un espace à l'autre. Mais, à mon sens, ce petit problème de composition musicale relevait d'une question générale de création relative au détour, au sens de détourer, dont nous avons vu la définition il y a quelques instants, qu'en donne le dictionnaire et que je vous rappelle, opération par laquelle on enlève la matière en excès sur le pourtour d'une pièce pour lui donner la forme voulue. Alors, que s'est-il passé? C'est-à-dire que je vais vous donner, et je vais y revenir, des éléments au fur et à mesure. C'est-à-dire que cette voix-là, cette voix de Lei, s'arrêtait trop vite. Vous voyez, il y avait quelque chose dans l'intention de la voix, surtout dans le registre où elle est, qui tout à coup, lorsqu'elle s'arrêtait, créait un vide. C'est un petit peu comme si vous parlez, puis que brutalement vous vous arrêtez au plein moment d'une phrase. Vous voyez, il manque quelque chose. Donc ça crée une intention, et dans le chant, n'est-ce pas, on retrouve ces micro-problèmes, quelles que soient les musiques et quelque époque elles aient été écrites. Alors j'ai trouvé une première solution. Vous voyez, j'ai une clarinette là. J'ai choisi de prendre une clarinette parce que c'était un instrument qui, au moins dans son attaque, enfin dans la qualité de son attaque, est un instrument qui peut rentrer dans le son de façon véritablement, enfin qui peut rentrer imperceptiblement dans le son. Les clarinettes, beaucoup d'instruments peuvent le faire naturellement, mais la clarinette a pour moi une caractéristique très... c'est très beau parce que ça naît vraiment du souffle. D'ailleurs, c'est très beau. Quelquefois, les clarinettistes, il m'arrive de leur demander de jouer vraiment avec le souffle avant le son. Vous voyez, comme ça. Donc, je choisis cet instrument parce que je sais que pendant cette petite zone-là, la clarinette va se confondre avec la voix. On n'entendra pas la voix. Évidemment, tout ça dure très très peu de temps. Hein. C'est même pas le temps de le dire. Et vous voyez, pendant que la forme ici de la voix disparaît, la clarinette prolonge la sonorité, n'est-ce pas, et va faire un liant, va joindre les deux parties, c'est-à-dire qu'elle va elle va permettre à la voix
de substituer au trou de silence que produit l'arrêt de cette voix, elle va par écho, comme ça, la prolonger dans l'espace suivant, de façon très imperceptible. Et puis, j'ai mes 3 soprani et mezzo qui sont dans cet espace-là, qui vont toucher très légèrement et l'intervalle et la ligne de la soprano qui va être prise pour la clarinette comme une intention, comme si lorsque vous parliez, vous aviez 3-4 personnes en même temps qui derrière vous parlaient et accentuaient votre propos. C'est du reste une chose très belle qu'on peut observer dans certains cultes religieux, en particulier ce que vous connaissez évidemment, ce qu'on voit dans les églises baptistes, comme ça fait quand les gens commentent en permanence ce que dit le preacher, le prêtre, enfin le prêcheur. Voilà. Alors, je vais revenir à ma démonstration progressivement. Comme je le disais tout à l'heure, on le voit bien construire bord à bord et au même instant être au fond même de la matière musique, tout en négociant le chenal d'un espace à l'autre. Alors nous avons donc détouré, n'est-ce pas, et détourné dans le même geste ces éléments qui n'arrivaient guère à se concilier dans leurs mouvements respectifs par trop de similarité. C'est aussi et encore un jeu, et quelquefois il peut être très, très amusant. Ça peut être un jeu très amusant. Certains problèmes de composition comme ça relèvent véritablement de questions qui sont celles qu'ont les petits-enfants, vous voyez. Alors, les petits-enfants, puisque nous y sommes, nous y voilà. Alors, j'ai dessiné là ces 3 espaces qui sont en fait 3 types de jointures auxquelles je faisais référence, n'est-ce pas? Alors, c'est assez simple, vous voyez. Vous vous souvenez de ce que je voulais vous dire dans cet espace, comment passer de cet espace à celui-là, toc, toc, voilà. Ici, imaginez que vous êtes dans l'espace A et vous êtes dans l'espace B. Bon, là, c'est assez simple, vous voyez, vous liez 2 espaces. C'est comme si vous étiez dans un accord et puis vous passez à l'autre accord, vous voyez, donc ça fait clac, comme ça. Ici, alors ça peut être un effet très particulier, mais qui, en composition musicale, à mon sens, doit être négocié de façon très très prudente. Quand je vois de la musique de très jeunes compositeurs, il y a beaucoup de structures de cet ordre. Vous voyez, des passages abrupts comme ça de l'un à l'autre qui ont une force lyrique et dramatique, évidemment, je veux dire, qui sont d'une grande efficacité, que j'utilise aussi très souvent, mais qui peuvent relever très très vite une grande fatigue à l'audition. Ici, c'est plus intéressant. Vous voyez, on a une espèce de fracture, comme un os, en fait. C'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une articulation. L'analogie vaut pour ça. Et ici, c'est une négociation, c'est une jointure, évidemment, plus complexe, parce qu'elle va privilégier des événements. Vous voyez, il y a une chose qui continue pendant qu'une autre arrive, etc. C'est un peu comme si vous aviez des notes qui commençaient alors que d'autres finissent à peine, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui est beau, aussi, c'est cette jointure, évidemment, en biais. Vous avez quelque chose qui s'arrête plutôt. Imaginez que vous êtes là dans la hauteur et là dans le temps, n'est-ce pas? Donc on va de gauche à droite. Vous avez un événement musical, une forme qui s'arrête et progressivement, les musiciens appellent ça des tuilages. Vous voyez, c'est un peu comme des tuiles. Dans l'exemple que je vous ai montré ici, en fait, on a un composé des 3. N'est-ce pas? On a une jointure brusque avec J'ai un problème de jointure avec l'appareil là. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous voyez, on a une jointure nette, un petit peu comme je vous ai décrit en 1, n'est-ce pas? Et on a une jointure, disons, de type 2 ici, parce qu'évidemment, ce n'est pas très précis, mais il y a des choses qui se passent comme ça un petit peu avant. Et puis on a la 3 dans la mesure où il y a un tuilage des effets et même des 3 effets en même temps. Ici, on a la partition. Alors, vous voyez, on retrouve... Alors, c'est mon manuscrit, vraiment. J'ai d'ailleurs dû bricoler pas mal parce que j'écris sur la musique avec des très grands papiers comme ça et ça passait pas dans les scans, dans le scanner, donc j'ai dû
faire découper par mon éditeur, recoller des trucs. Vous voyez, donc par exemple, la clarinette, normalement, est beaucoup plus haut, elle est par là, mais je lui ai un petit peu, si je puis dire, coupé la tête, quoi. Alors, mais peu importe, c'est pas ça que je veux vous montrer, excepté le fait que tous les instruments ne figurent pas sur la partition. Mais on retrouve notre ligne ici, hein, figurée par ces traits rouges, et ici, là, vous avez la partition de chant, proprement parlé. Donc, vous retrouvez la forme. Alors, peut-être ce n'est pas très net pour les musiciens, mais on va rester dans un domaine très formel au sens de forme. Et puis ici, vous avez Lei, donc notre jeune femme chanteuse, là, et qui fait cette petite forme qui était précédemment en vers dans le document, n'est-ce pas? Donc, on retrouve peu ou prou la situation graphique que j'ai exprimée tout à l'heure. Ici, on a cette forme. Je vais encore une fois vous remettre derrière, vous voyez. Alors évidemment, ce n'est pas très précis, mais vous savez, je travaille à la main. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est le concept, c'est-à-dire qu'on a une expression de cette courbe et de cette courbe. Ici, on a il y a altri, qui dans l'opéra s'appelle, il y a un petit sextuor de voix, il y a 6 personnes, comme un petit madrigal montéverdien, et que j'ai appelé les autres. C'est-à-dire que dans l'opéra, on a lui, on a elle, puis on a les autres. C'est une situation dramatique assez étonnante pour moi. J'ai d'ailleurs presque déçu de moi-même, parce que j'aurais dû y penser plus tôt. À l'opéra, on cherche toujours des noms, et finalement, là, les rapports sont tellement simples qu'on a lui, elle et les autres. Donc les autres, c'est le petit chœur. Et ce petit chœur, n'est-ce pas, je vous ai figuré par dessin les 3 petites... souvenez-vous, je vais le refaire. Voilà. Vous voyez, c'est ces petites choses-là. Hop, on les retrouve ici. Mais évidemment, je n'ai pas mis tous les espaces. Vous voyez, par exemple, là, il y a un ténor, il y a un baryton, il y a une basse. Je ne vous l'ai pas écrit, ça. Mais vous voyez, même avec les simples lignes, qu'on est dans cet espace de jointure 2, n'est-ce pas, où les éléments se superposent très légèrement et s'achèvent plus ou moins ensemble. Et alors, on a donc notre ligne, n'est-ce pas, qui est reprise ici par la soprano des autres, et on a notre clarinette. Vous voyez? Alors j'ai fait notre petite clarinette ici, que j'ai recopiée pour vous, et puis qui reprend exactement sur la note. Alors c'est un fa bécard pour les amateurs de notes, n'est-ce pas? Et on voit bien qu'on retrouve le dessin, où on avait notre lei verte, repris par notre clarinette, disons, violette, comme ça. Et on retrouve la question de ce détournement qui est vraiment effectué par la clarinette. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le moyen de passer de cet espace A, vous voyez, ici, à cet espace B. Je rappelle, puisque j'en ai parlé, qu'il y a un orgue. Alors il y a un orgue qui fait bêtement un son. Il en refait un autre ici. Et on a nos amis violons qui sont là, donc qui sont en violet, et qui s'arrêtent et qui reprennent. Donc on a un effet d'un son qui vient dans un autre, comme ça, et qui effectue cette jointure droite, vous voyez, de type A, celle-là, vous voyez. Mais en même temps, vous avez des choses beaucoup plus complexes ici dans les arrêts, qui concernent, je dirais, la forme entière, qui relève du type 2, et la forme entière relève du type 3, c'est-à-dire qu'il y a une question d'un espace qui est tuilé à un autre, et tout cela dans un temps assez bref. Alors on pourrait s'étonner que j'emploie le mot détouré, puisque le mot détouré veut dire enlever de la matière. Et là j'en ajoute. Eh bien, non, c'est un paradoxe, certes, mais ce n'est pas du tout une contradiction, hein. C'est-à-dire que quelquefois, la question du rapport à la matière dans la musique peut aller dans un ajout de choses qui va vous permettre de détourer au sens, alors là, pour le coup, du potier, n'est-ce pas, qui va vous permettre de former une chose, alors que par cet élément sonore, vous enlevez quelque chose à la forme entière. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous avez un orgue, par exemple un orgue, voilà, qui fait un accord très doux, comme ça. Et
et un peu actif en même temps. Vous voyez, il fait des petites choses comme ça, il fait... Et puis en même temps, il a cette sonorité. Si dedans, vous mettez un trombone qui fait pap, comme ça, très fort, vous voyez, ben vous allez, votre oreille va complètement être paralysée et va perdre le rapport le sens de ce qui se passe à l'orgue va être véritablement détouré, c'est-à-dire que la matière, même si elle existe, va disparaître et votre oreille va être détournée. Si par exemple, quand je parle, l'écran s'effondre, il se passera le même phénomène, n'est-ce pas? Donc, nous avons donc détouré et détourné dans le même geste ces éléments qui n'arrivaient guère, comme je le disais tout à l'heure, je répète ma phrase, à se concilier dans leurs mouvements respectifs par trop de similarité. Parce qu'il faut bien remarquer que si j'ai choisi cet exemple aussi, c'est parce que les deux espaces de A à B se ressemblent énormément. Il n'y a pas tellement de problèmes comme passer d'une structure dans l'aigu, par exemple, quelque chose de très aigu au violon, et de redescendre immédiatement dans le grave avec les cuivres. Vous voyez, là, on n'est plus dans la continuité, plus dans la continuité, on a la discontinuité morphogénétique dont j'ai parlé ces dernières semaines. Là, au contraire, on est dans deux espaces presque similaires. À la seule remarque, c'est que lorsque j'invente celui-là, n'est-ce pas, que j'ai ce problème le 7 juin 2006, eh bien, je n'ai pas celui-là. Donc, il y a bien quelque chose qui fait que, à ce moment-là, dans cette intention-là, il y a quand même une pensée qui consiste à détourner mon propre flux, n'est-ce pas, pour rejoindre mon propre flux. Et c'est ça qui est très, très intéressant à considérer et à observer quand on compose. La composition est pleine de ces micro-questions-problèmes. Chaque instant, chaque avancée dans le territoire d'une composition est soumise à cette question. Comment détourner nos propres gestes? Comment détourner le flux que la matière suppose et ou invente presque d'elle-même? Presque d'elle-même. Et qu'il convient de détourner sous peine de n'emprunter que des chemins arpentés depuis longtemps par d'autres, ou pire encore, par soi-même. Dans notre exemple, qui je le répète est très simple, nous avons détourné ce qui aurait pu contrarier le flux naturel de ce petit passage de musique en récupérant certaines caractéristiques des mouvements musicaux induits précédemment, à savoir des phrases musicales se refermant sur elles-mêmes. J'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué que les phrases se dissolvent presque d'elles-mêmes l'espace de très très peu de temps, de l'ordre de la seconde. Mais le temps n'a pas toujours beaucoup d'importance en musique. Car tout se passe ici comme si les phrases musicales de Ley et Louis, leurs mots, pourrait-on dire, s'éteignaient d'eux-mêmes. Voilà où était la difficulté de ce passage si simple musicalement. Pas dans la musique, au fond, leur musique, mais dans ce qu'ils disent. Parce qu'ils le disent un peu comme ces gens qui peinent à prononcer la fin des mots qu'ils doivent prononcer, vous savez. Alors on ne comprend plus rien. Mais même quelqu'un qui prononce mal ces fins de mots doit pourtant se faire comprendre, n'est-ce pas? Même quelqu'un qui prononce mal ces fins de mots doit se faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font, mes personnages? Eh bien, ils inventent un parler différent, puisqu'ils contournent la propre langue, détourée de son sens qu'ils utilisent. Ce monsieur-là, celui que je me plais à imiter, il a bien un problème, hein, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il compense. Cette personne, celle dont nous parlons, et qui élude ces fins de phrase, détourne ces mots, en enlevant un peu de matière vocale, donc du son. Ah, le lapsus est bon. C'est merveilleux. Celui-là même, si j'avais voulu. Oui, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc du son et du sens. Il enlève un peu de matière vocale sur le pourtour des mots
sur lesquels, c'est-à-dire son cerveau, n'arrive pas à donner la forme voulue qu'exige le sens même du mot. Peu de son, peu de sens, pas de son, pas de sens. Alors il invente des moyens de se faire comprendre en détournant à nouveau son handicap. J'ajoute que pour les cas malheureux de ce type d'handicap, il n'y a pas toujours des solutions naturellement, mais qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher dans la question des handicaps. C'est quelque chose que nous pouvons, nous, éprouver aussi dans l'expression de nos émotions. Quelquefois, nous sommes sans voix, mais nous trouvons moyen de faire passer le sens de ce non-son-là, voyez. Et nous avons tous, au moins, été une fois émus aussi par cette langue qui non seulement hésite, mais détourne son sens par trop de détours. C'est aussi ce que font les tout petits enfants lorsqu'ils apprennent à parler. Ils apprennent à récupérer certaines caractéristiques des mouvements indistincts que leur impose l'état de leur langue. C'est-à-dire une langue qu'ils apprennent en récupérant autour d'eux, dans le sens du sens, les sons qui conviennent à l'expression du son par lequel adviendra le sens. Mais pour revenir à notre exemple musical, il ne faut pas confondre ici récupération et détournement, car cela consisterait à oublier notre notion initiale, détournée, dont j'ai dit qu'elle était un peu différente du détournement, en dissociant forme et fonction. Au contraire, ici, dans notre exemple, forme et fonction se confondent dans la même trajectoire. Je vais vous en donner quelques exemples en abordant à présent différents enjeux qui furent ceux de quelques-unes de mes partitions, et en tout cas celui du trio Rombach dont vous avez pu entendre un extrait la semaine dernière. Mais je vais auparavant vous expliquer le titre. Parce qu'on m'interroge souvent sur le trio, mais c'est quoi le trio Rombach, tout ça. Bon. Alors, en plus, il y a Rome dedans et Bach, alors on pense que c'est une chose très informatico-référencée au grand Jean-Sébastien. Eh bien non, le trio Rombach tire son nom d'un petit village des Vosges où j'aime passer quelques vacances. C'est à la vérité un endroit où je vais souvent avec mes jumeaux Alice et Théo, chez en fait quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est Armand Angster, le musicien qui a joué ici il y a quelques semaines, et de Françoise Kubler, la magnifique soprano qui va être avec nous dans quelques instants. Donc je vais en vacances. Et j'avais écrit ce trio pour piano, violon, violoncelle, et je corrigeais les épreuves, donc il y a une dizaine d'années maintenant, et Armand, un matin, profitant que je me prélassais clandestinement, a effectué une version pour clarinette. Il a enlevé la partie de violon et puis il a réécrit, il a adapté la partie de violon à la partie de clarinette. Donc, ce trio s'appelait, c'est une anecdote que je vous raconte, mais qui est très importante pour moi dans ma vie de musicien et dans ma vie amicale. Et la vérité sur cette chose-là, c'est que ce trio s'appelait trio numéro 1. Et quand j'ai fait ce trio numéro 1, j'étais très ennuyé parce qu'on m'avait commandé le numéro 2, tout ça, et je n'étais pas certain d'en faire. Donc je l'ai débaptisé et je l'ai appelé le trio Rombach. Vous voyez, j'ai encore fait un détour. Ce trio fut écrit en 1997 et créé le 15 septembre de la même année pour l'Académie Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Les trois mouvements de ce trio sont fort différents, voire antagonistes dans leurs allures, mais n'en participent pas moins d'un dynamisme commun et de la même volonté de forme. Il y a dans cette pièce un air d'Est de l'Europe, à quelques endroits, pour des raisons qui tiennent à l'hommage que je désirais offrir au compositeur et écrivain d'origine bulgare André Boukourechev, un homme et un musicien qui a beaucoup compté dans ma vie et qui est disparu depuis, et qui est quelqu'un que j'ai rencontré très jeune et qui, de façon... tiens, je vais vous raconter ça aussi parce que je devais avoir 15-16 ans et je faisais du piano comme ça. Et il m'avait dit « Ah, tu fais du piano, toi ?» Et alors il m'avait dit « Montre-moi tes mains ». Et je lui ai montré mes mains et il m'a dit « Tu ne seras jamais pianiste ». Alors je l'ai haï profondément pendant longtemps. Mais il avait raison.
Et il a été très bon avec moi et s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais très jeune et je lui dois beaucoup de choses. Et c'est un grand honneur ici de pouvoir lui rendre cet hommage. Donc, André Boukourechev était bulgare et je savais que je dédierais ce trio à André Boukourechev parce que ça faisait au moins 20 ans qu'il me disait d'écrire pour le piano et je n'avais jamais écrit pour le piano. Mais ces éléments de musique d'Est, on va en reparler, comme j'aime donc à les appeler, sont à la vérité des bribes de musique inventées, relues et détournées à la manière d'un palimpseste qui est un peu une manière dans ma musique. Je cite volontiers ce mot de palimpseste, quelques-uns l'ont peut-être remarqué. À la vérité, ce fut d'abord pour moi le nom d'une pièce de Xenakis qu'il écrivit dans les années, tout début des années 80 ou fin des années 70. C'est aussi une notion assez courante en composition musicale. Elle signifie assez justement et de façon claire le travail de réécriture et de recouvrement propre à la rédaction manuscrite d'une œuvre. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, j'ai montré quelques fragments de manuscrits de ma première étude de piano. Il y avait là, dans certains moments de ces notes, des palimpsestes, puisqu'il y avait des superpositions de crayons différents qui disparaissaient au fur et à mesure de la reprise par l'encre qui achevait en quelque sorte la partition. Alors, pour finir sur palimpseste, c'est aussi le nom, je dois dire, d'une très très belle partition de George Benjamin, qui est un compositeur anglais pour lequel j'ai une grande affection et une très grande admiration, et qui a écrit une œuvre qui porte ce nom. Revenons au trio Rombach. Dans le trio Rombach, il n'y a aucune citation, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais ces fausses citations structurent la pièce entière selon des procédures assez complexes. Le trio Rombach fut aussi pour moi l'occasion d'écrire pour le piano, comme je l'ai dit précédemment, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et j'ai beaucoup aimé ça. J'en ai parlé la semaine dernière assez longuement. Donc, la semaine dernière, vous avez pu entendre quelques éléments musicaux au détour d'un exemple que je vous donnais. C'est très bref, mais vous aviez pu, au détour donc, avoir été frappé par le caractère presque populaire de la mélodie, lancée, projetée avec force par l'octave du piano. Il y a comme une mélodie qui surgit, qui bondit, et dont la particularité semble produite par quelques références aux couleurs d'Est. Comme je l'ai dit, ça sonne un peu Mitteleuropa, comme ça, au détour, mais c'était véritablement quelque chose qui non seulement relève de mon désir, mais aussi d'un intérêt naturel pour tout ce qui vient de ces musiques, Janáček en particulier. La semaine prochaine, je traiterai de la question du quatuor, enfin la question, on sera en compagnie du quatuor Danel, et je parlerai plus longuement probablement non seulement du 5e quatuor, mais également du 4e qui a joué cette carte de la référence à l'Est de façon très explicite. C'est du reste deux partitions, le trio Rombach et mon 4e quatuor, qui se succèdent dans le temps. Et j'ai désiré à l'époque, il y a quand même 10 ans, pas si loin non plus, de travailler avec le quatuor Pradjak, parce que j'estimais que ce quatuor avait une sonorité unique, qu'elle était pour moi quelque chose d'absolument fondamental à l'imagination de la pièce. Et c'est ce que nous avons fait, ils l'ont créé, ils l'ont beaucoup joué depuis, même si d'autres quatuors jouent ce 4e. Voilà. Revenons au trio. Alors que se passe-t-il dans ce trio? Eh bien, je détourne une couleur par certaines références implicites, mais je ne cite jamais, comme je vous l'ai dit, explicitement une seule note de ces musiques. Je les invente. J'ai également fait depuis une pièce qui s'appelle Imago. Les psychanalystes savent ce que c'est que l'imago. Pour violoncelle, où là, c'était Sonia Wider-Atherton qui m'avait demandé d'arranger des sons, des chants populaires de la Méditerranée. Donc elle m'avait donné quelques chants arabes, quelques chants juifs, andalous, qui venaient d'Égypte. Et j'ai commencé à travailler sur ce matériel un petit peu comme ça, de temps en temps. Et puis un jour, j'ai déménagé, j'ai tout perdu. Ça a vraiment disparu. C'est le seul manuscrit dans ma vie que j'ai perdu. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'en ai fait des faux. J'ai réinventé les choses avec la mémoire. Et la pièce Imago, aujourd'hui, est sous-titrée sur des vrais faux chants populaires. Alors, je recrée un folklore fictif. Oui, c'est une fiction. Je travaille avec l'idée de
un peu comme à la manière, je me fais une idée de la chose, je joue avec la mémoire de cette chose que je connais peu, puisque je ne l'étudie pas. Mais justement, je ne veux pas la connaître, parce que ce qui compte, c'est retrouver le son, ce sens, le sens de ce son, car j'ai d'abord un son dans la tête. Quelque chose me touche, c'est un affect, en somme. Alors, je veux y retourner, le retrouver. C'est comme un monde de sons qui est passé par là, quelque part, dans ma tête, qui est resté, et que j'aime à rattraper. Je recrée le sentiment de, et je recrée ainsi un autre sentiment de. Je transforme la sensation de par une autre sensation de. Je ne suis pas fidèle, la source exacte n'a aucune importance pour moi. En fait, je ne m'intéresse même pas aux sources. Bon, je connais des choses quand même, mais je ne suis pas un spécialiste. J'aime ces musiques, voilà tout. Il doit y avoir quelque chose avec l'enfance, une musique perdue, un peu abandonnée peut-être. Bref, au fond, ça n'a, comme je le disais, aucune importance. Voilà, c'est imaginaire, puisque j'écris ça. C'est comme avec la photographie, pour Henri Cartier-Bresson. Sauf que là, j'écoute une chose et je compose à côté. Nous allons entendre quelques extraits du trio Rombach. Et auparavant, je voudrais vous commenter autour de quelques notions que nous avons abordées dans les cours différents, parce que tout ça s'emmêle naturellement. Hein. Je n'ai pas oublié toute ma question des formes. Alors, ici, et je m'en excuse auprès des gens qui n'étaient pas là, mais je suis obligé de continuer ma route, le flux va s'organiser autour de plusieurs notions simples. Le motif, à ne pas confondre avec le thème. Le détour, donc on vient de le voir, quand la musique va se détourner apparemment du flux. La dissolution, quand la musique va elle-même dissoudre sa propre origine matérielle, ses sources propres. L'esquisse, quand la musique va tenter la reprise d'un motif autre, ou créer un nouveau motif, la rattachant à sa matérialité originelle. Le détour, mais cette fois-ci enchaîné à la perte du flux. Vous voyez, un détour qui vous entraîne vers une forme de fin. Vous voyez, il n'y a rien après. La reprise, qui tente le motif, ou plutôt qui va tenter de rattraper un motif. La perte simple, c'est aussi un oubli, comme si la musique oubliait son projet de créer des motifs. Souvenez-vous, l'oubli, j'en ai parlé beaucoup également. Eh bien, passons maintenant à la musique. Alors, vous allez peut-être voir, au fur et à mesure, sur le document donc, auquel je pense vous êtes habitués maintenant, qui est ce petit logiciel qui me permet de vous faire entendre de la musique, et puis quelque part de la faire voir. Alors là, je n'ai pas de partition à vous proposer. Ici, j'ai enchaîné 3 exemples différents. Je vais les arrêter au fur et à mesure. Enfin, peu importe que vous les lisiez ou pas, je vais mettre le document en lecture, mais ici, vous voyez, j'ai noté... Ah, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Là. Voilà. Ici, donc, ici, on a le motif. Vous voyez, il est là entre ces 2 barres. Hein. Ça, je vous donne ça, c'est vraiment c'est presque de la topologie. Enfin, hein, ne vous inquiétez pas si c'est... Là, j'ai mis transition diagonale, dépli du motif, transition, repli, détour, motif 2, extension axonométrique, dissolution du piano 1, motif 2, extension axonométrique, dissolution, etc. Ça continue comme ça. Alors, on a des attracteurs, des transitions, des reprises stylistiques, des motifs, des attentes, des pertes, des espaces diagonales, des stabilisations, des reprises de motifs, un espace diagonal, reprise, stabilité, stabilité niveau 1, 2, reprise, stabilité, boucle. Bon, alors pourquoi je dis tout ça de manière confuse pour vous rendre également un peu confus, naturellement, mais si certains se souviennent, toutes ces notions, je les ai déjà abordées, et toutes ces notions qui ont fait l'objet de cours existent dans cette musique avec ce matériel-là. Hein. Donc ce sont d'Est. Musique.
Voilà, fin du premier exemple. Donc, je vais vous... évidemment, ce trio dure assez longtemps, donc on ne peut pas tout écouter naturellement. Je vais élargir les espaces, de manière à m'y retrouver un petit peu moi-même, je dois dire, parce que je ne vois plus tellement où est le curseur. Ici, nous allons passer dans un autre moment de ce trio. Vous voyez, le dernier exemple s'appelle détour. Hein. C'est-à-dire que vous avez vu cette matière, comme ça, très typée musicalement, qui a été soumise à des attractions et également ce que j'appelle des détractions, qui a été agitée par des processus, au fond, très, non pas formels, mais en tout cas très typés au niveau de ce que j'appelle les formes, dans les acceptations que je me plais à leur donner à partir de deux questions relatives à la morphogénèse, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, et dans la limite, effectivement, de ma propre pratique. Ici, on est dans un détour, c'est-à-dire que la matière a disparu, c'est-à-dire, c'est en gros, la question, c'est que va-t-il se passer, quoi, hein. Alors, je vous propose un autre développement, si je puis dire, en tout cas une autre évolution formelle. Et je le rappelle, quand je dis formelle, et je l'avais dit dans mon texte inaugural, moi, quand je parle de forme, je vois des formes. Vous voyez ? Alors ici, on a eu un motif très typé qui a été extendu en espace diagonal et qui a été dissous. Si vous avez été attentif, vous êtes aperçu que le motif est progressivement et qui est accentué par la main gauche, enfin les mains du pianiste, crépite un moment et littéralement dissolu. Et à ce moment-là, le violoncelle, lui, va retenter une reprise. Donc il va tenter un motif 2. Voilà, donc je vous ai remis deux fois le même exemple, de manière à ce que la forme soit claire. Ici, on va rentrer dans un autre moment qui est en fait qui relève du troisième mouvement. Il y a trois mouvements. Vous n'entendrez pas des extraits du deuxième. Il pose des questions tout à fait différentes, mais en particulier, j'oserais dire, purement acoustiques, car les deux instruments jouent avec des sourdines de plomb. Et c'est-à-dire que le son est tellement écrasé qu'après quelques essais, j'ai préféré... ça marche très bien en enregistrement ou en disque, mais ça ne marchera pas en ces lieux. Voilà, donc ici on arrive dans une surface qui commence, à la vérité, de façon totalement différente, puisqu'elle commence par une dissolution. Le flux est d'abord animé et détourné par une dissolution, et vous allez voir à quel point c'est clair.
après cet événement qui est purement pianistique, vous entendrez une série de ce que j'appelle d'attracteurs. La matière est attirée par des attracteurs, un peu comme des aimants, et réorientée par transitions successives. Ici, on a une attente et une perte. Et bientôt, les musiciens, écoutez bien, ce que j'appelle un espace diagonal. Un détour modal au contexte modal établi par l'attente. Stabilisation. Et là, il va y avoir une reprise de motif très typée. Stabilité. Stabilité niveau 2. Stabilité. Et une boucle. Pas très simple.
musique va continuer ses détours et ses retours. Mais comme vous l'avez pu l'entendre, j'espère, cette matière, la matière de ce trio, se retrouve toujours un peu entre deux musiques. C'est une notion dont j'ai parlé à maintes reprises, celle de l'interstice. Cela peut m'être quelquefois, je vous rassure, un peu reproché par certains radicaux de la composition musicale, pour lesquels il n'est guère musicalement correct de traiter ou de courtiser par quelques détours autre chose que des matériaux prétendus purs, avalisés par le cours de l'histoire, ou tout du moins avec l'idée qu'ils s'en font. Mais cela n'a jamais été mon projet d'être pur. Au contraire, je suis impur. Et j'aime à le revendiquer. Chez moi, j'ai toujours espéré ça. J'espère toujours que tout traverse. Et comme je suis convié en ces lieux à une très agréable mais très grave crise d'égocentrisme, je puis dire que toutes les musiques me traversent. Oui, c'est vrai. Je peux être impliqué dans n'importe quelle musique et quelquefois même la pire. On oublie trop souvent que même la pire des musiques est aussi de la musique. L'expression « ce n'est pas de la musique » n'a aucun sens pour moi. C'est toujours de la musique et la musique est toujours de la musique. L'histoire musicale du XXe siècle, en tout cas celle qu'il est convenu d'appeler d'après-guerre, a beaucoup œuvré sur les hypothèses de son exclusivité formelle. Cela fut sa grandeur. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, pour ce moment-là de l'histoire musicale. Car peut-être plus que d'autres arts, elle s'autorisa à repenser sa grammaire, son vocabulaire, et dans certains cas, le langage dans lequel ce langage-là s'investissait. Mais cela ne fut pas le privilège exclusif de la musique. Je pense par exemple à la peinture, avec la question du minimalisme, à la littérature, par exemple au nouveau roman qui, malgré ses excès, n'en redéfinit pas moins pour autant quelques conformismes narratifs, pourquoi pas. Ou le cinéma avec la question du scénario. Par exemple, le cinéma italien m'intéresse beaucoup en ce moment au cinéma italien et à certains égards, beaucoup de réflexions que je me fais actuellement sur l'établissement de mon livret pour Passion vient de certains films italiens, j'en parlerai bientôt. C'est un cinéma qui s'est beaucoup préoccupé de la question de la narration, qu'est-ce que c'est une histoire. Et il me semble que, en musique, en tout cas dans l'histoire de l'opéra, nous sommes assez en retard sur le cinéma pour cela. Et puisque nous sommes dans le cinéma, pensons à ce qu'a été la question des formes avec la nouvelle vague. Évidemment, je cite des archétypes, n'est-ce pas? Mais tous ces détours critiques de l'histoire, de la pensée artistique ont élagué un territoire, pour le coup, balisé par, comme je le disais plus haut, les archétypes et les académismes les plus stériles d'alors, pour évidemment devenir, à leur tour, comme d'habitude, les pires académismes et archétypes, vice-versa, et comme toujours. Cette réflexion, en forme de distance, je l'avoue, un peu narquoise, envers quelques présupposés passés, présents ou à venir, peut sembler un paradoxe au vu des exposés que j'ai faits ici même sur des notions quelquefois d'apparence compliquées et très structurellement géométriques, comme l'axonométrie, j'en ai parlé encore il y a quelques instants, ou quelques allusions à la théorie des groupes, que je n'ai pas traitées devant vous, du reste, et autres espaces en diagonale, ou encore, de façon plus circonstanciée, la morphogénèse, et même jusqu'à certains détournements fractales. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Lorsque je dis tout traverse, eh bien, j'ose le répéter, tout traverse vraiment chez moi. Et je détourne tout. Et même les procédures dont je me sers ou que j'invente pour tenir debout, comme disait Deleuze. Souvenez-vous de ce texte que j'ai cité la semaine dernière, tellement beau. Ma musique est, oui, traversée par toutes les musiques et pas seulement par la musique. On l'a vu, je crois, par les références continuelles, j'en conviens quelquefois abusives, lorsque je convoque certains chapitres des sciences. Mais tout cela reste, je l'espère, et néanmoins,
ma musique. Et lorsque je regarde un tableau, par exemple, eh bien je m'attache à repérer et observer ces notions. Il y a des plasticiens dont on sent qu'ils sont traversés aussi par des questions tellement diverses, exogènes et multipolaires, tellement éloignées de leur pratique, enfin, tout ça est encore une apparence, que leur art n'y perd rien. Au contraire, c'est une complexité de plus. Et à ce sujet, les antagonismes stylistiques ne me perturbent guère. Et j'ai même réussi à concilier mon amour très profond du minimalisme américain comme Sol Lewitt, Donald Judd, Dan Flawin, je cite évidemment que les plus célèbres, ou James Turrell, avec lequel j'ai travaillé sur un opéra, To Be Sung, en 1994. Et même cet amour-là, de ce minimalisme-là, peut s'accompagner d'un très grand intérêt pour certains tenants les plus débridés de la figuration libre, comme Basquiat, par exemple. Et aujourd'hui, je peux tout à fait regarder Soulages et Michele Barcello. Il faut dire que mon amour, celui-là immodéré de la photographie, a remis tout en ordre. Tant la question de l'abstraction, de la figuration, y perd, à mon sens, de fait, tout son sens. Je veux dire par là, cette merveilleuse aptitude de la photographie à dévier et détourner la question de l'image abstraite par la figuration et vice-versa. Et pour revenir à la musique, j'aime aussi la musique de Gershwin, de Sibelius, celle de Boulez ou Schoenberg ou de Janacek, sans y déceler la moindre contradiction. Ainsi, afin d'y revenir, la musique perd de sa pureté ou a perdu de sa pureté, tout du moins celle dont elle rêvait. Voilà, c'est peut-être ça le détour du moderne, celui qu'il convient aujourd'hui d'aborder de front. Faut-il le déplorer au nom d'une culture différenciant la haute et la basse culture? Souvenez le haut, le bas, tout ça. Je le pense évidemment pas. La pratique de la musique, même la plus savante, qui est celle que j'aime et qui est celle que je pratique, ne doit pas relever d'un principe de classe, mais au contraire rester perméable à toutes les attractions et aussi les détractions. C'est aujourd'hui, à mon sens, le meilleur moyen de placer et détourner le champ de la pensée dans les franges les plus dangereuses de l'expression musicale, c'est-à-dire dans celui d'une reconquête des émotions. Et voilà, nous y sommes. Peut-être le vrai détour à considérer aujourd'hui, celui par lequel les formes frissonneront vraiment jusqu'à l'autre, c'est-à-dire jusqu'à vous. Cet autre probable pour lequel, pour ma part, j'écris. Ah, les émotions. C'est complexe, n'est-ce pas, hein? Mais revenons à la question des musiques, puisque nous ne saurons vraiment pas aborder cette question des émotions. Alors attention, attention. J'ai conscience des mots que j'emploie ici. Non, je ne parle plus des émotions, hein, non, vous pensez, non. Du reste, vous avez remarqué, je n'ai rien dit. Je reviens à avant les émotions. Je reviens aux musiques, la bonne, la pas bonne, la vraie, la pas vraie, enfin, toutes ces choses que l'on pense sur la musique. Je ne serais jamais tenté de prôner que toute pratique de la musique en vaut une autre. Bien au contraire. Il y a des musiques qui valent mieux que d'autres. En général, ce sont les musiques qui ne rassurent pas, à mon sens, qui déplacent, qui dérangent, qui détournent notre confort. Il y a des musiques, et là vous retrouverez mon doux lapsus de tout à l'heure, qui saigneront toujours plus que d'autres. Le monde n'est plus constitué de deux fractions qui s'opposent en apposant les représentations de leur monde, pas plus que la musique d'expression savante, appelons-la pudiquement comme ça, ne s'oppose exclusivement qu'à celle du grand marché. On appelle ça comme ça aujourd'hui, mais c'est quoi le petit marché? J'en veux pour preuve encore aujourd'hui les continuels différents intestins, si j'ose dire, mais comment le dire autrement, qui perdurent encore entre les tenants des esthétiques musicales les plus diverses, toutes persuadées de leur vérité. Mais comme on sait, la possession de la vérité est une erreur. Les pensées musicales d'aujourd'hui ne peuvent plus s'offrir le luxe de rester jalouses ou égoïstes ou paranoïaques, comme il était de bon ton encore il y a peu de temps. Il n'y a plus de sanctuaire ni de certitude, il n'y a plus de temple non plus. En revanche, il reste les convictions,
Et ce qui reste à faire est bien plus difficile encore si l'on considère qu'une absence de projet collectif pourrait signifier une perte d'espoir. Sinon, la forme se repliera sur elle-même et sur ce qu'elle connaît, comme toujours, on le voit bien aujourd'hui. Les expressions les plus nostalgiques de la musique refleurissent de plus belle, et sans jamais poser de questions nouvelles, non, tant elles sombrent d'elles-mêmes dans le chagrin d'un paradis perdu. La mélancolie d'un monde déjà mort s'empare de certains des plus jeunes, tout engoncés qu'ils sont dans un enseignement qui préserve des privilèges déjà morts depuis longtemps. Mais on sait que l'assemblage d'une énergie nouvelle meurt aussi sur l'ensemble des relations que la communauté valide. Je vais répéter ça. On sait que l'assemblage d'une énergie nouvelle meurt sur l'ensemble des relations que la communauté valide. Finalement, c'est aussi de la politique, tout ça. Voilà, plus de projets, et c'est ça le projet. Voilà le danger dont je parlais plus haut. Alors, nous ne pourrons plus rien détourner parce qu'il n'y aura plus aucune possibilité de détourner, et puisque tout sera dans le bon sens. Pour ces raisons, il convient de rester impur. On le sait bien, la pureté fait toujours le nid des pires extrémités. Aujourd'hui, les aménagements de la pensée ne passent plus du bas vers le haut, mais de travers, à plat, sur le côté. Tout est réagencé et ranimé par des différences auparavant inconciliables. Chaque mode de pensée a son écriture et ses systèmes d'organisation. Mais rien n'est plus réductible à un traitement rhétorique distinct, comme si rien n'était plus simplifié par la question du langage. Voilà, c'est avec ça que nous travaillons aujourd'hui, c'est un héritage. Et c'est un héritage, oui. Nous avons hérité de ça. Pour cette raison, il appartient peut-être plus que jamais aujourd'hui aux philosophes, aux sociologues, aux historiens, de s'intéresser aux allures des expressions de nos arts, parce que peut-être seules ces disciplines peuvent signaler et décrypter la conscience réelle d'une époque. C'est ainsi que, profitant de ce long détour et sans transition, c'est une jointure de type A, je reviendrai à mes détours. Je vais vous faire entendre 3 exemples sonores tirés de ma musique orchestrale où un certain agencement se retrouve détourné et rebooté dans un autre jusqu'à faire disparaître les traits spécifiques de son contexte originel. En quelque sorte, c'est un déplacement total de ses fonctions, c'est un détournement, devant laquelle va se retrouver cette structure. Ici, une simple harmonie rythmée de la façon la plus simple, une isochronie. Souvenez-vous, nous avons traité la semaine dernière de la question de l'isochronie, avec Cascando et mes amis de l'Ars Nova qui se demandent quand ils vont monter sur le plateau, mais je vous rassure, ça va venir bientôt. Mais ici, ce détournement procède par équivalence. Dans ces exemples, vous comprendrez que j'ai mis en relation des éléments qui sont semblables. Ces éléments se ressemblent puisqu'ils sont aux origines les mêmes, mais ne définissent pas pour autant une classe d'équivalence comme disent les mathématiciens. J'aime beaucoup en mathématiques les classes d'équivalence. Dans les exemples qui... Lapsus aussi. C'est ensemble, exemple. Intéressant. Dans les exemples qui vont suivre, certains éléments de musique antérieurs, rebootés par un détournement successif, vont participer à créer un autre flux. Ainsi, nous allons revenir à une pièce que certains ont entendue déjà, puisqu'il s'agit de Extenso et Apex, qui sont au fond les 2 pièces d'orchestre de mon cycle, dont je me sers principalement lorsque si je puis dire, je passe au symphonique.